Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce magazine, c'est au Burkina Faso les résultats de la contre-expertise sur le reste de Thomas Sankara et ses compagnons n'ont pas permis d'identifier leur ADN. En République centrafricaine, on ne peut pas discuter les armes à la main. Le porte-parole de la présidence centrafricaine, Albert Yaloké Mokpen, s'est réjoui de la signature d'un accord de cessez-le-feu à Rome entre les gouvernements et 13 groupes armés. Et dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce soir, nous parlons de la drépanocytose. Qu'est-ce que c'est la drépanocytose? Selon cette maladie génétique héréditaire, la drépanocytose est également appelée anémie à hématie falciforme. Dans le cadre de cette réflexion, nous serons avec une dame, elle s'appelle Jenny Hippocrate. Elle a choisi de lutter depuis plus de 15 ans donc contre cette maladie. Voilà pour le sommaire, le développement de toutes ces nouvelles épidémies dans quelques instants. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Dans en titre, c'était hier la journée internationale de lutte contre la drépanocytose et ce soir nous sommes avec une dame qui a choisi depuis plus de 15 ans de lutter contre cette maladie génétique de l'hémoglobine. Elle s'appelle Jenny Hippocrate. Bonsoir Jenny. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à l'entendre pour cette question simplement comme cela, qu'est-ce que c'est la drépanocytose? Avant de répondre, je vais rectifier. Je me bats depuis 24 ans contre la drépanocytose. J'ai dit plus de 15 ans parce qu'il n'y avait pas la date exacte. Plus de 24 ans. Et c'est voilà. Tout à votre honneur. Dites-nous donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? Déjà, la drépanocytose, c'est une maladie génétique dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents, je dis bien les deux parents, sont porteurs du gène. Donc, le gène normal, s'appelle A, le gène anormal, c'est S. Donc, quand deux parents AS se rencontrent, ils ont un risque sur 4 de mettre au monde un enfant malade SS. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, la personne n'a pas d'hémoglobine normale. Donc, évidemment, il y a des crises puisqu'il y a une mauvaise oxygénation du sang. Voilà, en gros, c'est ça la drépanocytose. Vous êtes une véritable référente aujourd'hui. Oui. Dites-nous, pourquoi on a l'impression que c'est la maladie? On pourrait dire que c'est la maladie qui touche apparemment les Noirs. En fait, il y a une désinformation. Il est vrai que les premiers foyers ont été découverts en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une mutation des gènes, la drépanocytose, due au paludisme. Donc on trouvait cette maladie dans les zones impaludées. Mais avec la mondialisation, la maladie touche aujourd'hui tout le monde. Et c'est toute la population mondiale qui est concernée par la maladie. Mais les grands foyers sont en Afrique, aux Antilles par rapport au déplacement des populations, donc à la traite négrière, dans les pays du poteau de la Méditerranée, donc le Maghreb, la Grèce, l'Italie, le Portugal, etc. Et puis aussi en Inde, on a vu l'émergence de notre foyer. Donc avec tout le brassage des populations, la drépanocytose est galopante et elle devient une maladie cosmopolite. Il est vrai qu'aujourd'hui, je suis devenue consultante à travers le monde. J'ai même publié des DU, des diplômes universitaires sur la drépanocytose, en particulier sur certaines maladies génétiques. Mais c'est vraiment parce que j'ai été touchée en plein fouet par la maladie, puisque
Mon fils a 25 ans et j'ai eu une annonce diagnostique par téléphone. On va y arriver, Jenny. Voilà. On va se permettre ce soir de faire une petite incursion dans votre vie privée pour comprendre en fait la motivation profonde qui vous amène dans le temps à combattre cette maladie avec autant de pugnacité. Alors, vous nous accompagnez pendant tout ce magazine. On ira prendre quelques nouvelles, on fera un tour via les ondes sur le continent et on reviendra vers vous dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc, nous allons faire un petit tour via les ondes sur le continent et en RCA, République centrafricaine, que le porte-parole de la présidence de la République, Albert Yaloke Mokpen, qui se réjouit de la signature d'un accord de cessez-le-feu à Rome entre le gouvernement et 13 groupes armés. On ne peut pas discuter les armes à la main. Le président de la République est déterminé à arriver à la paix dans notre pays. Il est convaincu qu'on ne peut pas discuter les armes à la main. Il faut que les groupes déposent les armes. Toutes les initiatives de cessez-le-feu sont bonnes à prendre à condition que tout soit fait sans la menace des armes, a déclaré donc M. Mokpen à nos confrères de la BBC. Il a aussi annoncé la mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre de tous les points mentionnés. Selon lui, l'accord prévoit la levée des barrières illégales, la libre circulation des personnes et des biens sur tout le territoire national. Faustin Archange Touadéra a été élu au début de l'année 2016. Son gouvernement a la difficile mission de rétablir l'autorité de l'État et de relancer l'économie dans ce pays confronté à des violences communautaires entre musulmans et chrétiens depuis de 2013 à 2015. Nous retrouvons donc Jenny Hippocrate, notre invitée de ce soir, qui nous parlera de la drépanocytose. Rappelons donc qu'hier, 19 juin, c'est la journée qui est chaque année retenue pour lutter contre cette maladie qui fait beaucoup de ravages dans le monde aujourd'hui et qui, fort curieusement, semble encore très peu connue. Elle est la maladie, d'après certains dont elle est la plus répandue. Jenny Hippocrate, Oui. Dites-nous, expliquez-nous, comment vous est venue cette envie de lutter contre la drépanocytose? En fait, j'avais déjà embrassé beaucoup de causes caritatives quand j'étais plus jeune. Vous savez, moi je suis originaire de la Martinique et depuis l'âge de 15 ans, je me rappelle à cette époque, je collectais des médicaments des médicaments, je dirais non, enfin je ne trouve plus les mots. Générique? Non, c'est pas des génériques, c'est des médicaments non servis. Enfin, les restes de médicaments, je les envoyais dans des pays sous-développés avec l'aide de mes parents. Donc ça, j'avais à peu près 15 ans. Une fois arrivée en France après mon bac, j'ai quand même un bac scientifique. Donc j'ai embrassé Emmaüs, l'armée du salut et évidemment, après mes études d'assistante sociale puis de psychologue, donc j'étais justement, j'encadrais les jeunes délinquants de la ville où j'habite depuis 35 ans. Et donc voilà, j'étais toujours dans le caritatif. Et là, pourquoi je suis rentrée dans la drépanocytose? C'est qu'il y a 25 ans de cela, l'annonce diagnostique de la maladie de mon troisième fils, ça a été un coup de tonnerre. C'est comme si le sol me dérobait sous les pieds. On m'annonce par téléphone que mon fils est atteint de la forme la plus grave de la maladie. Et cette personne me dit... Laquelle? La drépanocytose. Quelle forme est la plus dangereuse? Parce qu'en fait... SS. Voyez-vous... Donc, en plus, il est très symptomatique dès lors, donc il est SS. Et donc, on me dit, de toute façon, cette voix au bout du fil qui me dit, de toute façon, oubliez votre enfant, ne vous attachez pas trop à lui, occupez-vous de vos deux autres enfants de votre époux, parce qu'il ne vivra pas jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, dans ma tête, je venais de donner la vie, entre guillemets, à la mort. Hein. C'est pas possible. On vient de mettre au monde un enfant qui a 8 mois et demi, 9 mois, et on vous dit qu'il va mourir bientôt. Donc, à partir de là, je n'avais pas d'armes sophistiquées, pas de satellite. Il a fallu réfléchir très vite. Et donc, je suis partie avec un cœur de maman rempli d'amour. Et j'ai déclaré donc la guerre à la drépanocytose. Et à toutes ces personnes qui annoncent comme ça de but en blanc par téléphone que votre enfant va mourir comme si c'était Dieu et qui mettaient une date butoir sur le dos de la vie de votre enfant. Et donc, je suis partie en guerre contre tout ça, contre l'inertie des pouvoirs publics, je dirais même l'immobilisme. Et donc, du coup, j'ai fait de cette lutte mon cheval de bataille. Et j'ai mis, comme je dis souvent,
peut-être entre parenthèses ma vie professionnelle, presque ma vie d'épouse, mais mon mari est dans le combat avec moi, mes autres enfants aussi, pour pouvoir avancer. Donc, pour arriver à tout cela, moi j'étais entre-temps jeune chef d'entreprise. Vous savez, j'ai été chef d'entreprise à l'âge de 19 ans. Plus tard, à la naissance de mon enfant, j'ai tout vendu. J'ai vendu mes entreprises, j'ai vendu tout ce que je possédais pour avoir de l'argent pour pouvoir partir en guerre à travers le monde contre la maladie et Jenny pouvoir Hippocrate, ne pas travailler pendant un moment. permettez que je vous coupe. Quel âge a votre enfant aujourd'hui? Il a 25 ans. Il a 25 ans, donc il y a 25 ans de cela. Enfin, je ne dirais pas aujourd'hui que j'ai mis ma vie entre parenthèses. Je dirais plus que j'ai trouvé mon combat. Que j'étais dans beaucoup de combats, peut-être un peu trop dispersés. Et puis la fatalité, ou je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, quelque chose a voulu que mon fils soit là pour qu'il serve d'ambassadeur et que moi je devienne cette combattante de la drépanocytose, cette guerrière à travers le monde. Pour ceux et celles qui nous écoutent ce soir, je dois préciser que lorsqu'on donne la parole à des personnes comme vous, c'est pour susciter une saine émulation et donner envie à ceux qui semblent baisser les bras que voilà, tout est possible dans le meilleur des mondes, bien entendu, mais cependant qu'en fait, il n'est pas question d'abandonner ce genre de combat. Votre fils, on lui donnait moins de 5 ans, au maximum 5 ans aujourd'hui, il a plus de 20 ans, 25 ans quand même. Dit que votre combat aujourd'hui n'est pas un combat vain. Dites-nous aujourd'hui, y a-t-il des avancées dans cette lutte contre la drépanocytose? Oui, il y a beaucoup d'avancées. Déjà, la maladie, même si elle est toujours considérée comme la maladie des Noirs, des pauvres, ça n'intéresse pas grand monde, ça n'intéresse pas beaucoup de chercheurs, ça n'intéresse pas les pouvoirs publics. Mais pourquoi c'est des intérêts, Jenny Hippocrate? Parce qu'ils disent que c'est une question de rentabilité. La Haute Autorité de Santé avait même publié, après m'avoir auditionné pendant 4 heures, a publié un résultat en disant que la maladie n'est pas rentable. Donc, quand on parle de rentabilité... Excusez-moi, oui. pardonnez ma naïveté. Comment est-ce qu'une maladie peut être rentable? Explique. Ça n'est pas rentable au laboratoire pharmaceutique. Vous savez, ils ont pour parler plus vulgairement, il y a des deals entre les laboratoires pharmaceutiques et l'État. Personne ne l'ignore. Donc, quand la maladie ne devient pas rentable, puisqu'elle touche une couche de la population, je dirais, de pauvres, c'est les pays du Sud, c'est les pays pauvres, etc. Donc, ça n'intéresse personne. Et comme il n'y a pas d'argent sur la table, le gouvernement ne met rien, parce que pour le gouvernement, c'est un faux problème. Ils ne mettent pas d'argent sur la table, donc les jeunes chercheurs ne peuvent pas s'y intéresser. Quand les jeunes chercheurs n'ont pas d'argent pour financer, ils n'ont même pas de bourse d'études, ils ne peuvent pas s'orienter vers quelque chose où ils vont patauger. C'est pour ça notre association, on essaye justement de financer des bourses d'études. Mais voilà, donc la maladie, vous savez, je vais vous dire, il y a quelques années, quand moi, mon fils, on m'a appris que mon fils est malade, quand j'ai commencé à errer, je dirais, dans les institutions, je suis devenu, je dirais, un rat de couloir des institutions, eh bien, j'entendais, de toute façon, elle n'a qu'à fermer sa grande bouche pour ne pas parler plus vulgairement. Dites-moi, tous ces enfants-là vont mourir. Laissez-moi comprendre, madame. Qui sont ceux qui le disent? Les médecins? Oui, dans les institutions, comme le ministère de la Santé et d'autres ministères. Je vais vous dire une fois, il y a quelques années de cela, moi, j'avais fait une demande de subvention auprès du ministère des Outre-mer. Je suis d'origine martiniquaise, même si je dis que ce n'est pas une maladie ultramarine spécifiquement. Mais la dame qui a reçu ma demande de subvention m'a appelé pour me dire, madame, au lieu de demander une subvention au gouvernement, faites plutôt de la prévention pour empêcher à ces femmes de faire des enfants malades sur le dos du gouvernement. Voilà une réponse. Et ça, ce que je vous dis là... Il y a combien de temps? Il y a à peu près 23 ans. Et ça, je l'ai dénoncé ouvertement, qu'elle ne savait pas que je l'avais enregistré. Bon, bref, en tout cas, ça a apporté des... Heureusement qu'elle me l'avait dit et que je l'avais enregistré, parce que j'enregistrais à l'époque les conversations téléphoniques, parce que je savais qu'on me disait, c'est parce qu'on vous a dit, vous avez mal compris, vous avez mal entendu, à croire que j'étais une ignare, mais il me le disait à moi, de but en blanc, face à face, en sachant que s'il n'y a pas de témoin, je ne pouvais pas le répéter, que c'est une maladie qui va tuer tous les enfants, mais je l'ai entendu. J'ai entendu, j'étais au ministère de la Santé une fois, j'ai entendu, de toute façon, elle peut crier, elle peut faire du ramdam, elle peut faire tout ce qu'elle voudra, mais elle ne savait pas que j'étais assise dans le couloir en train d'attendre. De tous ces enfants-là vont mourir, on va en être débarrassé une bonne fois et pour toutes. Mais ils ne s'attendaient pas qu'il y aurait des guerriers et des guerrières comme moi qui allaient faire du ramdam, battre un peu partout dans le monde pour faire connaître la maladie et que les malades allaient vivre beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, les malades ont une espérance de vie jusqu'à 60 ans, voire plus. Donc, ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, du coup, la drépanocytose est devenue un faux problème parce qu'ils n'ont pas fait de projet. C'est comme nous, ils nous demandaient de ne pas faire de projet pour nos enfants puisqu'ils allaient mourir. Eux, ils n'ont pas fait des projets pour ces malades. Donc, aujourd'hui, ils sont bien embêtés avec cette cohorte de patients. D'accord, on est à 26 000 patients en France métropolitaine, avec un nombre incalculable
de porteurs sains. Donc, en l'an 2030, on ne saura même pas combien de drépano qu'il va y avoir si on ne trouve rien. Voyez, et ils ne pensaient pas que dans les pays du Sud, où il y avait autant de malades, plus de 50 millions, voire certains chiffres disent 300 millions. Enfin bref, et là, ils sont devant le fait accompli, mais ils n'avaient pas encore le système D. Alors donc, du coup, ils pataugent, ils tournent en rond, ils ne savent plus quoi faire. Mais bon, on est là pour veiller au gré. Quand je dis on, c'est un groupe de personnes, dont mon association et d'autres associations, pour que cela change. Mais parce qu'aujourd'hui, les malades ont une espérance de vie. Les malades peuvent travailler. Mon fils est aujourd'hui chef d'entreprise. On avait dit qu'il ne pourrait jamais prendre l'avion. Il est pilote. À 25 ans, c'est un inventeur, un ingénieur. Vous voyez, Jenny Hippocrate, je vais vous couper parce que ce que vous dites est très impressionnant. Oui. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que votre message est entendu? Le message est entendu. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Ça me gêne de le dire comme ça à l'antenne. Je parle au conditionnel parce que je n'ai pas de preuves, je serai la Française la plus décorée dans le monde. Plus de 107 distinctions honorifiques. Alors moi, je m'en fiche de tout ça. Reçu moi, où? Par qui? Par des chefs d'État, par des institutions, par exemple à Paris. En France, pardon, je suis chevalier de la Légion d'honneur, chevalier dans l'Ordre national du mérite, je suis commandeur de la Principauté de Monaco, j'ai la médaille d'or du Grand Prix humanitaire. Et ces titres, qu'est-ce qui vous a valu ces titres honorifiques? Parce que le travail, ils ont vu que le travail est fait, et d'autant plus que j'ai fait le travail de l'État à la place de l'État. Parce que non seulement je suis une bénévole, mais on a fait bouger des choses. Donc nous, on se substitue, nous, à l'association, à l'État. On n'est pas payé, donc obligé qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Moi, je m'en fiche de toutes ces distinctions. Je le dis parce que vous m'avez demandé ce que je suis entendu. D'accord? Je m'en fiche. Je dis ce sont des sésames pour ouvrir des portes. Hein? Avant, je n'arrivais pas. Il y a 3 semaines, je n'arrivais pas à mettre un papier en en-tête, Génie, Hippocrate, ceci, cela. Il y a quelqu'un qui me dit non, il faut mettre l'en-tête. À partir du moment où j'ai commencé à mettre l'en-tête, effectivement, les portes s'ouvrent. Donc, je considère que ce sont des clés pour ouvrir des portes. Mais je m'en fiche de cela. Mais si en même temps, on vous décore, c'est parce qu'on reconnaît un travail fait et bien fait. Un travail bien fait, Jenny Hippocrate. Alors, j'aimerais comprendre, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui dans ce travail? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, on a très peu de subventions. Le ministère de la Santé français ne nous a jamais octroyé une subvention. Jamais. Jamais. Est-ce que vous en avez fait la demande déjà? Bien sûr. C'est toujours, votre dossier n'a pas retenu notre attention. Pour quelle raison? Ben, c'est tout. Alors, il n'y a pas de motivation derrière? On ne motive pas la réponse? Non. Alors, nous, on dit, on n'accepte pas. On fait un courrier. Moi, je vais vous dire tout à l'heure quelque chose. On fait un courrier. On dit, nous, on veut savoir la raison. Ah ben, et dans acte, ça n'a pas retenu notre attention. Voilà. Donc, ça, c'est tout le temps. Bien. Nous avons fait récemment une demande à la délégation interministérielle à l'égalité des chances d'outre-mer. D'accord? Le délégué interministériel, c'est M. Jean-Marc Mormec. C'est un ami à moi. C'est le grand sportif. Il est délégué interministériel. Le boxeur. Le boxeur. Il est ambassadeur de la drépanocytose. Je ne sais pas s'il a vu le courrier pour la campagne de sensibilisation 2017. J'ai fait une demande. À l'époque de l'ex-délégué, on donnait 5 000 € de subvention. Après, à l'arrivée de M. Jean-Marc Mormec, 2 000 €. Eh bien là, je viens de recevoir la réponse. Votre demande, malgré tout le travail fourni, attendez, M. Mormec est ambassadeur de notre association, il a même fait Fort Boyard pour nous. Eh bien, votre demande n'a pas retenu notre attention. Alors que 2 mois avant, il nous réclamait d'autres papiers. Ce qu'on fournit, on est une association clean, d'accord, transparente. Nos AG sont faites. Nous, on donne un rapport d'activité, un bilan moral, un rapport, on fait tout. Le bilan financier de l'association. Et pourquoi c'est pas accepté? Alors qu'il y a des associations qui ne donnent rien du tout, qui ont une subvention. Voyez bien que ça n'intéresse personne, la drépanocytose. Ça n'intéresse personne. Mais je leur ai dit, attendez, la maladie est galopante, elle va arriver sur vos toits comme elle est arrivée sur mon toit. Et là, il vous restera à vous que des yeux pour pleurer. Il y a quelques années, on disait que c'était une maladie des Noirs. Je leur disais, la maladie touche tout le monde. En France, il y a déjà 2 Blancs qui sont passés dans les mailles du filet. Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est pour ça qu'il n'y a pas de ciblage ethnique en Grande-Bretagne. En France, on est toujours dans un ciblage ethnique. D'accord? Alors maintenant, il faut dire ça suffit. Ça suffit. Et moi, je leur ai dit, si à la rentrée, cette rentrée, au mois de septembre, si on est toujours dans ce ciblage, Mme Valérie Pécresse, qui est présidente région Île-de-France, va sortir la drépanocytose du ciblage ethnique en Île-de-France. Mais il va rester quand même toute la population française. Eh bien, si ça ne sort
des malades dans la rue et advienne que pourra. Jenny Hippocrate, je vous reconnais, vous êtes une dame, une combattante. J'ai annoncé donc pour ceux qui se joignent à nous à ce moment que vous êtes une dame qui vous avez choisi depuis plus de 20 ans, plus de 24 ans, de combattre donc cette maladie qui semble la plus répandue, mais fort curieusement, elle semble donc sévir la plus méconnue. Donc, je voulais souffler, on vous retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous allons prendre une brève en provenance de l'Afrique et nous allons rejoindre par la suite notre invité de ce soir qui est donc Jenny Hippocrate. Bien, une contre-expertise réalisée sur les restes supposés de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons indique qu'aucun profil génétique n'a pu être établi sur les corps exhumés dans la tombe où ils étaient présumés enterrés. Mais ce résultat ne va pas empêcher la poursuite de la procédure judiciaire concernant l'assassinat de l'ancien président burkinabé tué en octobre 1987 au coup d'un coup d'État. L'enquête sur la mort de Sankara avait été ouverte donc fin mars 2015 après la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014 après 27 ans au pouvoir. Les dépouilles ont été exhumées en 2016. Les tests ADN visaient donc à déterminer avec certitude l'identité des victimes. Benewende Stanislas Sankara, avocat de la famille de Thomas Sankara, donne les détails. Donc, selon lui, on ne peut pas encore à ce jour dire que le corps donc qui se trouve sur ce qu'il a présumé donc tombe de Thomas Sankara est réellement le sien. Jenny Hippocrate, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Bien. Dans la première partie de ce magazine, nous expliquez les motivations, ce qui vous pousse aujourd'hui, depuis lors, en fait, à vous battre avec autant d'acharnement pour lutter contre cette maladie qui est la drépanocytose et qui semble une maladie, on va dire même tabou, et les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui à mener ce combat. Vous êtes également écrivaine, c'est bien cela? Absolument, oui. De plusieurs livres. Je suis auteur de plusieurs ouvrages. Plusieurs ouvrages. Et cet argent, c'est pour pouvoir vivre. Qu'en faites-vous? Cet argent, je reverse intégralement, je dis bien intégralement, tous les bénéfices à mon association. On a envie de dire, mais comment vous vivez? Oui, je m'attendais à cette question. Premièrement, j'ai un mari qui travaille. En Martinique, on dit que quand les femmes font beaucoup de choses, on les appelle femmes potomitons. C'est-à-dire? Ça veut dire que c'est la poutre qui retient une maison, qui tient debout la maison. D'accord? Donc, c'est la force de la maison. Mais moi, je dis que mon mari, c'est ce qu'on appelle le mur de soutènement, qui empêche à la maison de s'effondrer. Donc, il a toujours été... Est-ce qu'il nous écoute? Voilà, il nous écoute. Très bien. On voit la femme. Félicitations. Mais oui, mais on ne voit pas le mari qui est derrière. Mon mari, c'est pareil que moi, il était propriétaire de boîte de nuit. Il a tout vendu, pareil, il a donné 20% à l'association. De son métier, il était maîtreur, donc c'est comme l'architecte. Il a changé de métier pour pouvoir être auprès des enfants. Donc maintenant, il travaille à l'hôpital auprès des enfants malades, pour justement, je ne dirais pas pour combler sa vie, parce qu'il a compris qu'il avait une autre mission et que c'est pas faire des maisons qui l'intéressait particulièrement, mais c'est d'aider l'humanité. Et donc, du coup, il est dans le combat avec moi. Donc, de ce fait, nous vivrons de ce que nous gagnons aujourd'hui. Il est vrai que c'est 3 fois moins, voire 4 fois moins ce qu'on gagnait par le passé. Mais on est heureux et ça nous suffit. On a 3 enfants, donc ils sont tous grands, ils travaillent tous, donc on n'a rien à, je veux dire, il n'y a plus d'études à payer, il n'y a plus tout ça, donc on est un tout petit peu sauvé, même si on n'est pas totalement sauvé, puisqu'il y a toujours les aléas de la vie. Mais les enfants, ils travaillent, ils gagnent très bien leur vie aussi, donc là, ils nous disent aux parents, maintenant, allez-y, foncez, faites ce que vous voulez de votre vie. Et c'est ce qu'on fait depuis 24 ans d'ailleurs. J'avais tout, monsieur, j'avais tout. Belle maison, belle voiture, entreprise, des beaux vêtements, des beaux sacs, j'avais tout. On appelle une femme comblée. Dites-nous, Jenny Hippocrate, j'entends ce que vous dites. Vous avez dit que votre fils, qui est souffrant aujourd'hui, a 25 ans et il est pilote. Oui, il est pilote privé. Qu'est-ce qui lui manque à l'observation aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui manque? Oui, ou qu'est-ce qui lui manquerait? Il lui manque la santé. Il lui manque du bon sang. C'est pour ça qu'il fait tout le temps. Il dit pour rester en vie, on doit me changer mon sang toutes les 6 semaines.
Donc il remercie le donneur qui lui donne son sang. Et d'ailleurs, il voudrait faire une application pour que les donneurs de sang ne restent plus inconnus, parce qu'il me dit que on a envie de remercier celui qui nous sauve la vie, mais quand c'est un inconnu, on a l'impression que c'est de l'abstrait. Donc moi, j'ai envie de remercier. Et il dit, je vais être riche un jour pour pouvoir créer mon propre labo, pour aider les pays d'Afrique. D'ailleurs, il a développé beaucoup de choses sur l'Afrique parce que c'est un inventeur. Et il me dit, je vais créer. Et ce que je veux vraiment faire, maman, et depuis l'âge de 6 ans, il me le dit, c'est de t'acheter une maison sur une autre planète pour aller te reposer. Comme ça, personne ne te retrouvera. Quand un enfant de 6 ans vous dit ça, parce que tu es trop fatigué. C'est très beau. C'est très beau. Et là encore, lors de la semaine de sensibilisation, j'écoutais à travers la porte, j'écoutais avec les journalistes, ils continuaient à répéter la même chose. Aujourd'hui, mon fils, il démarre dans la vie, il a ses entreprises, une à Hong Kong et deux à Paris, qui vont bientôt démarrer, et je pense qu'il pourra aider les enfants malades. Il était l'ambassadeur de la maladie jusqu'à l'année dernière, maintenant c'est une petite fille, et donc il a dit, j'ai fait mon temps, maintenant je m'envole. D'ailleurs, il a fait un petit film où il pilote son avion, et avec la chanson Mes chers parents, je pars, pour dire que je pars, mais je ne vous abandonne pas. Quand je dis je ne vous abandonne pas, il n'abandonne pas les drépanocytaires. Bien. D'ailleurs, il a demandé, sans vous couper la parole, un rendez-vous avec le professeur Elion, donc le professeur qui est responsable de cette cellule biologique à l'hôpital Tenon, pour pouvoir travailler avec, pour créer son propre laboratoire. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Nous sommes donc avec Jenny Hippocrate, cette dame qui a choisi depuis plus de 24 ans de lutter avec acharnement contre la drépanocytose, cette maladie qui semble aujourd'hui un tabou. La drépanocytose, rappelons donc, c'est une maladie génétique héréditaire. Et elle est également appelée anémie à hématie falciforme, ictère, teint pâle et douleur abdominale. Anémie, sensibilité aux infections caractérisent dans la maladie. On a compris dans la première partie de ce magazine qu'il est difficile pour vous d'avoir de l'argent pour mener ce combat. Comment faites-vous pour faire rentrer de l'argent? Outre les livres, outre les recettes qui viennent des livres que vous publiez, que vous vendez? Vous savez, il y a une invention qui est très importante, et c'est ce qui nous relie, vous et moi, aujourd'hui, c'est le téléphone. Donc j'appelle les amis, et les amis des amis, et les amis des amis. Et je fais une sorte de chaîne, et je dis à tout le monde, voilà, donnez 1 euro plus 1 euro, et c'est un drépano constant, c'est notre slogan. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à toucher les gens. Donc on leur demande, via PayPal ou directement sur notre site, de faire des dons. Il y a des gens qui sont quand même sensibles à cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont mes amis à travers le monde. J'ai de la chance d'avoir des amis, puisqu'à l'époque où j'étais chef d'entreprise, j'ai rencontré beaucoup de monde, des gens un peu plus fortunés que nous, donc qui sont là. Et je le regrette énormément pour plusieurs raisons, j'avais une personne qui aidait énormément l'association, malheureusement, qui est décédée, c'est ma mère. Chaque année, ma mère, qui est aussi chef d'entreprise, vous avez compris, c'est une histoire de bonne femme dans cette famille. Ma mère, elle donnait 15 000 euros chaque année à l'association, sans compter ce qu'elle donnait quand elle avait une affaire qui marchait. Donc, c'est une histoire aussi de famille. J'ai un frère qui gagne très bien sa vie, qui nous donne, et une fois, quand il avait vendu une grosse affaire, tenez-vous bien, il avait donné 100 000 euros à l'association. 100 000 ans. Là, on parle de famille. J'ai vu que vous organisez également des concerts. Oui, alors des concerts caritatifs. Donc, quand on arrive à sortir de l'argent, parce qu'organiser un concert, notamment de répartition aux Zénith de Paris, c'est un coût de 96 000 euros. Donc, il faut déjà trouver 96 000 euros pour faire rentrer un petit peu de bénéfices. Et quand on arrive à avoir un peu de bénéfices, des fois 20, 30, 40 000 euros, nous, on finance des bourses de recherche master biologie deuxième année. Donc, ça reste pas en caisse. Et nous, on fait aussi de répartition ce même concert en Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe depuis 3 ans, et cette année, nous allons faire en Martinique, en Martinique depuis 3 ans, et cette année, en Guadeloupe, on va le faire le 14 octobre, et là aussi le 30 septembre en Martinique. Et nous allons revenir l'année prochaine sur le Zénith de Paris. Maintenant, certains pays d'Afrique nous sollicitent. Parlons donc des drip actions, des festivals. Les dates en Guadeloupe, Martinique, c'est 30 septembre, Guadeloupe, c'est 14 octobre. En Afrique, on n'a pas encore de date. C'est Monsieur Claudicia, que tout le monde connaît. C'est lui qui s'occupe de ça. Donc, je pense que ça va démarrer à partir d'avril de l'année prochaine pour à peu près 7 ou 8 pays d'Afrique. Et il y a une personne en Afrique qui est très sensible et qui voudrait justement qu'on fasse ce concert là-bas. C'est la première dame du Niger.
Vous voyez? Donc, maintenant, je commence à avoir des contacts. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. Donc, je suis même responsable aussi de la Caraïbe. Je voyage beaucoup dans la Caraïbe. Donc, on va essayer d'étendre ce concert partout. Mais on organise aussi des galas de charité. On a notre 3e gala de charité à Paris où toute la diaspora parisienne est là. Et même si la personne paye pour son repas, mais la personne aussi met de l'argent dans une enveloppe. Et grâce à ça, on va aider les familles cette fois-ci. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Violence dans le Kasaï, l'ONU accuse dans la RDC le haut-commissaire de l'ONU de l'Organisation des Nations Unies donc aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, a accusé ce mardi les autorités de la République démocratique du Congo d'armer une milice dans le Kasaï, dans le centre du pays. Je suis consterné, dit-il, par la création et l'armement d'une milice Banamura qui a mené des attaques horribles contre des civils des groupes ethniques Luba et Lulua, a déclaré M. Zeid devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU réuni à Genève ce jour. Nous revenons donc sur cette information la semaine prochaine avec le représentant de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, pour l'Afrique subsaharienne, Paul Sapou, mardi prochain. Bonne nouvelle, donc une nouvelle assez intéressante parmi tous ces nouvelles qui semblent assez tristes. Le Bénin a produit un record de 451 000 tonnes de coton graines durant la campagne 2016-2017. Le coton est le premier produit d'exportation du Bénin et fournit près de 40% des devises. 325 000 familles en vivent. Le pays figurait parmi les 4 meilleurs producteurs africains en 2016. Les prévisions donc pour la campagne 2016-2017 au Bénin étaient de 350 000 tonnes de coton graines. Mais les chiffres présentés début juin à l'Assemblée nationale par les autorités béninoises sont au-delà des attentes. Delphin Koudandé, ministre de l'Agriculture, a annoncé que la production cotonnière a atteint un niveau record jamais atteint de 451 000 tonnes, contribuant pour 7 milliards à l'économie nationale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous sommes rentrés dans le dernier cadre de notre magazine. Ce soir, nous recevons Jenny Hippocrate, cette dame qui a choisi de combattre, de lutter contre la drépanocytose depuis plus de 24 ans. Elle nous a expliqué les difficultés qu'elle rencontre dans le cadre de ce combat et cette maladie qui semble un tabou. Jenny Hippocrate, Oui. dites-nous, dans le temps, parce que votre combat semble tenir aussi grâce à vous, il y a des associations qui existent aujourd'hui qui s'appuient sur votre énergie, votre force, votre pugnacité. Est-ce que vous pensez à la relève? Oui, j'y pense depuis très longtemps. Mais je reprends les mots du professeur Giraud. Un jour, je lui dis, vous savez, professeur Giraud, il va falloir que je tire ma révérence. Donc, il faut que je me repose un peu. Et il m'a dit, Jenny, tu sais, personne ne va te remplacer de ton vivant. Quand tu seras morte, effectivement, il y aura du monde, mais de ton vivant. Tu fais tellement bien les choses, les gens qui viendront après auront peur de ne pas bien faire, d'avoir des critiques et tout. Alors, pourtant, c'est pas ce que je ferai. Du coup, ça va être difficile. Et c'est vrai, ça fait 5 ans qu'à chaque assemblée générale, je démissionne et il n'y a jamais personne. Jenny Hippocrate, pendant cette émission, j'ai écouté certaines personnes qui vous connaissent, qui travaillent avec vous. Je ne citerai pas sans donner de nom. On vous trouve très gentil, très sympathique et très exigeante aussi. Oui, on a même dit. Qu'est-ce que vous y répondez? Ben oui, je dis que quand on aime faire quelque chose parce que en dehors de ce combat qui est un combat pour la vie, j'aime ce que je fais parce que en fait, j'ai toujours opté pour la perfection. C'est vrai. Quand j'ai choisi d'être psychologue, je n'ai pas choisi d'être une psychologue lambda. J'ai choisi d'être psychologue en milieu carcéral parce qu'il y avait des faux là-bas, parce qu'il manquait des psychologues et parce que je voyais des prisonniers qui étaient là et qui n'avaient pas de soutien, etc. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens en prison, malheureusement, qui sont des malades mentaux et qui se retrouvent derrière les barreaux. Ça ne veut pas dire que je défends les prisonniers, hein, vous avez compris. Donc, j'ai compris qu'il y avait un truc à faire là. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est vrai que je suis exigeante, j'aime le travail bien fait. Et à chaque réunion, comme au collège, et quand on commence, je dis, c'est quoi une association? On commence comme ça, avec mes 160 bénévoles en région parisienne, parce que nous sommes 2000 sur le terrain. C'est quoi? Et d'un concert, tout le monde dit une association, c'est un ensemble de personnes, etc. Et je dis, c'est quoi bénévolat?
Et ils disent pas c'est quoi bénévolat. Ils disent bénévolat ne veut pas dire bâclage. C'est pas parce qu'on n'est pas payé qu'il faut faire du n'importe quoi. Alors j'exige. Moi, je vais vous dire un truc. C'est vrai que j'ai par exemple, je sais pas moi, une chargée de mission qui me remet un dossier. Je regarde le dossier, je la regarde, elle sait que c'est pas bon. Le regard seulement. Elle me dit donne Madame la Présidente, je vais le refaire. Elle sait déjà qu'il y a un truc qui va pas. Et en un clin d'œil, je suis une hyperactive diagnostiquée. Donc je fais beaucoup de choses en même temps. Je fais tous mes dossiers pratiquement toutes seules, les gros dossiers, et après je renvoie à d'autres personnes pour profiler. Mais moi, je vous dis, franchement, je sais que je suis exigeante. Des fois, je me dis, il faut que je sois un peu plus souple, mais je crois que autour de moi, il y a aussi beaucoup de sadomaso. Ils aiment bien ça, parce que quand c'est bien fait et j'ai rien à dire, ils disent, on n'entend pas la présidente aujourd'hui. Donc ça leur manque mes cris, mes excès de colère de temps en temps. Bien. Donc je pense que ça fait avancer les choses. Donc, vous confirmez ce qui m'a été dit par Je confirme. que vous êtes très exigeante. C'est Que pas un tort. Non, ils n'ont pas tort. Et même qu'il y en a une fois qui s'énervait, m'a dit, t'es comme Duvalière, tu es une Duvalière. Pour dire Duvalier, c'est une sorte de dictateur. Et c'est comme ça que tu es avec nous. Et j'ai dit, écoutez, je suis désolée. Elle me dit, non, sois pas désolée parce que grâce à toi, j'ai réussi à mes examens parce que tu es tellement exigeante que je suis devenue exigeante avec moi-même. Du coup, j'ai réussi à tous mes partiels. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça et il y a de belles histoires. En dehors de ça, notre association, et je le dis, c'est une magnifique histoire d'amour. On est ensemble. Quand il y a des pleurs, on est ensemble. Quand il y a des rires, on est ensemble. Quand il y a quelque chose, et on est tous des professionnels. La comptable, la trésorière ne va pas dire qu'elle est trésorière si elle n'est pas comptable. Elle est comptable. L'assistante sociale de formation, elle est assistante sociale. Les psychologues sont psychologues. Les personnes de la com sont des communicants. Vous voyez? Donc c'est pour ça l'association marche, parce que dans nos emplois respectifs, nous sommes tous aussi ces professionnels au sein de l'association. Donc voilà. Donc ça marche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons vu un mouvement de groupes de jeunes. Nous avons aussi des jeunes qui ne sont même pas majeurs et ce qu'on appelle le clan des jeunes dans l'association qui propose des actions autour des jeunes aussi. Donc on a beaucoup réfléchi et on adopte des stratégies, mais tellement, je dirais, étonnantes qu'on étonne tout le monde d'ailleurs. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Au Nigeria, c'est l'aide aux déplacés qui est détournée. Sur 100 camions chargés de vivres, seuls 50 sont arrivés à destination dans le nord-est du pays, selon le vice-président. Près de la moitié de l'aide humanitaire destinée aux déplacés qui ont fui l'insurrection de la secte djihadiste Boko Haram a été détournée selon le gouvernement nigérian. 8,5 millions de Nigérians déplacés dans le nord-est ont besoin d'aide humanitaire d'urgence, indique dans un communiqué du vice-président Assine Bajo. Sur 100 camions chargés de vivres, donc il précise, il insiste que seule une cinquantaine arrive à destination dans le nord-est du pays. Ce communiqué décrit comme un détournement de matériel de soutien, ce qu'un de nos confrères de la BBC donc, a décrit en mai. Lors du mois de mai dernier, donc, 2 responsables nigérians ont été arrêtés pour avoir vendu de la nourriture provenant de l'aide humanitaire. Triste vérité. Attaque au Mali, le bilan s'est alourdi. L'attaque donc contre un campement touristique à Kangaba, à quelques kilomètres de Bamako, la capitale du Mali, a fait 9 morts. Un élément des forces armées a succombé devant ses blessures et les corps de 2 autres clients du campement ont été découverts. Au total, 4 assaillants, 4 clients et 1 soldat sont morts dans l'attaque. Les opérations de ratissage sont terminées au campement Kangaba de Bamako au lendemain de l'attentat contre cet espace de loisirs. Pour ceux qui se joignent à nous, qu'à ce moment nous recevons ce soir Jenny Hippocrate, cette dame très charmante, originaire de Martinique, qui a choisi depuis plus de 24 ans, ça va faire après 25 ans aujourd'hui, qu'elle combat contre la drépanocytose, cette anémie à hématie falciforme. C'est vrai que c'est des termes qui semblent savants, qui généralement ne représentent rien dans les esprits. Comme nous arrivons dans les 5 dernières minutes, pouvez-vous nous dire concrètement, quand on a un membre de la famille qui est souffrant, quels sont les comportements adoptés? Jenny. Premièrement, quand on a un enfant malade dans la famille, il ne faut pas le rejeter. Vous savez, l'aspect psychologique, il faut justement s'en occuper parce que très souvent, dans certaines familles, les enfants drépano soit sont rejetés ou
ou sinon le contraire, ils deviennent des enfants rois. Non, il faut considérer l'enfant comme un enfant tout à fait normal, sans pas être malade comme on ferait avec n'importe quel autre enfant. Donc il y a ça, c'est important. Par contre, quand on a un enfant malade drépanocytaire, il y a des choses vraiment à vérifier. Il faut vérifier la pâleur de l'enfant, les yeux, pour voir si l'enfant n'a pas les yeux jaunes, l'ictère. La température, à 38,5 de fièvre, l'enfant doit être hospitalisé. Il faut surveiller les douleurs, de petites douleurs, des fois qui deviennent des douleurs de CVO sévères. Donc l'enfant a mal, par exemple, au dos. Il faut peut-être se dire, même si c'est le dos, ça pourrait être les poumons, parce qu'ils peuvent faire ce qu'on appelle des syndromes thoraciques aigus, donc des infarctus pulmonaires. Quand l'enfant a une petite plaie, il faut faire attention, parce que ça peut être un ulcère variqueux, et c'est un bobo qui ne guérit pas facilement. Qu'est-ce que c'est concrètement? Pardon? Un ulcère variqueux, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une plaie qui s'infecte et qui ne guérit pas. C'est un ulcère comme à l'instar des diabétiques, et ça fait des trous, ça peut arriver jusqu'à l'os. Quand l'enfant dit qu'il a très 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 mal au niveau des membres, surtout dans les pays développés, il faut penser à faire une radio. Il y a des infections osseuses, des ostéomyélites qui existent. Et très souvent, des fois, dans certaines cliniques où certains médecins de ville ne connaissent pas. Donc, il vaut mieux emmener l'enfant aux urgences dans un hôpital de préférence qui connaît la maladie. Donc, la drépanocytose, c'est une maladie très très grave. Et il faut une attention toute particulière. Parce qu'un enfant qui est en train de jouer, en 30 secondes, il peut dire « j'ai mal » ou « j'étouffe » ou l'enfant peut faire aussi des AVC. Je ne veux pas faire peur. Il y a beaucoup d'enfants qui ont fait des AVC, des infarctus pulmonaires, des infarctus cardiaques. Bref, en tout cas, c'est une maladie qu'il ne faut pas prendre à la légère. Néanmoins, on soigne mieux la drépanocytose, puisque déjà très petit, les enfants ont ce qu'on appelle une antibiothérapie en amont. Donc avant la survenue des crises, les enfants sont traités sous antibiotiques pour empêcher les infections qui sont la première cause de mortalité d'un enfant drépanocytaire. C'est pour ça qu'on disait qu'il n'atteignait pas l'âge de 5 ans. La douleur, qui est la hantise des malades et des familles, il faut la calmer rapidement. L'anémie, un enfant drépanocytaire vit avec 7-8 grammes d'hémoglobine, peut déglobuliser jusqu'à 2 grammes, qui ont pu entraîner le décès du patient aussi. Donc, il faut bien surveiller la maladie et tous les symptômes autour. Cependant, je veux vous dire quand même, l'espoir est là parce qu'un enfant drépanocytaire est en voie de guérison grâce à ce qu'on appelle la thérapie génique. C'est une forme de greffe de moelle en laboratoire et qu'on ocule aux malades drépanocytaires. Aujourd'hui, il y a un enfant à l'hôpital Necker, un jeune garçon de 16 ans, qui est, je dirais, guéri depuis 2 ans. Donc, on attend puisqu'il faut qu'on... Il y a un espoir alors. Il y a un espoir. Très bien. Ça demande beaucoup d'argent. Oui. Beaucoup d'argent. C'est 5 millions d'euros par patient. Et C'est pas évident. Oui. C'est pas évident pour les pauvres. C'est pas évident pour les pauvres. Je parle pour la recherche. D'accord. Donc, 5 millions d'euros, c'est rien. Je vais vous dire, pour soigner les drépanocytaires en France, la France dépense en gros 50 millions, tout ça, azimut comme ça, pour soigner. Or, s'ils faisaient un vrai calcul pour de prévention, de sensibilisation, ça diminuerait de moitié la somme. Très Donc, bien. On donnerait les 25 Jenny, millions à la pardon de recherche. vous couper. On arrive dans les dernières secondes de l'émission. D'accord. Comment faire pour vous contacter? Parce que vous semblez être la personne ressource aujourd'hui. Quels sont les contacts, les bons contacts à avoir aujourd'hui? En 30 secondes, parce qu'on y est Il faut presque. contacter l'APIPD, apipd.fr. Comme ça, on vous met en contact avec tous les autres. Vous êtes- apipd.fr. Parfait, vous êtes joignable. Merci encore de votre disponibilité. Merci à vous. Et on espère vous retrouver très prochainement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme et on espère vous avoir apporté quelques informations supplémentaires sur cette maladie qui aujourd'hui semble un tabou et qui fait toujours des ravages. On se retrouve mardi prochain. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical.